Bonjour les premières. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre cours quotidien durant cette semaine de confinement. Et donc nous allons poursuivre et terminer ce cours, ce chapitre 2, après avoir vu le grand 1, l'ordre ancien face aux idées nouvelles de 1814 à 1830, puis le grand 2, en France, l'échec des monarchies constitutionnelles. Nous allons voir le grand 3, 1848, le printemps des peuples, un échec, point d'interrogation. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on appelle le printemps des peuples? Eh bien, c'est le terme que l'on donne à la vague révolutionnaire qui va toucher l'Europe en 1848. On parle de printemps parce que les événements se sont principalement déroulés au printemps. Et puis aussi parce que vous savez, dans l'idée du printemps, le printemps qui vient après l'hiver, pardon, il y a une idée de renouveau. Donc l'hiver sera un peu associé au retour à l'ordre ancien qui a prévalu après le congrès de Vienne en 1815. Et le printemps serait la résurgence des idéaux nationales, de souveraineté populaire, de liberté, d'égalité, qui ont été mis en quelque sorte de côté par les tenants de la restauration de l'ordre. Donc dans ce grand 3, nous allons commencer à nous intéresser au rôle que joue la France, plus que comme il vous indiqué, la France joue un rôle d'impulsion essentiel. Alors pourquoi la France joue un rôle d'impulsion essentiel? Eh bien tout va débuter par une révolution va avoir lieu en France entre le 22 et le 24 février 1848. C'est la troisième révolution en fait depuis 1789, hein. Il y a eu les Trois Glorieuses en 1830 et là vous avez ce qu'on appelle la révolution de février 1848. Donc cette révolution, elle va mettre à bas le régime de Louis-Philippe d'Orléans, donc ce qu'on appelait la monarchie de Juillet. Alors pourquoi cette révolution éclate? Eh bien parce que le roi, alors pour plein de raisons hein, qu'on avait évoquées à la fin du Grand 2, hein, et notamment le fait que certains Français voulaient davantage de pouvoir politique, le fait que le corps électoral était quand même très restreint à 250 000 personnes, le fait aussi que depuis 1846, pardon, une grave crise économique touchait la France. Et la contestation, je vous ai dit, était forte, notamment dans les villes, notamment par le biais des républicains, des libéraux. Et Louis-Philippe d'Orléans avait interdit les réunions, hein, notamment les réunions politiques, mais les républicains avaient dépassé cette interdiction en se réunissant à l'occasion de banquets, donc de grands repas. Et en fait, ces grands repas, qui pouvaient comporter des centaines, voire des milliers de personnes, étaient en fait un prétexte pour débattre de politique et notamment des idées que défendaient les républicains, donc la volonté d'abolir la monarchie, la défense des droits de l'homme, des idées de liberté, d'égalité. Donc, peu de temps avant les événements de février 1848, eh bien, le roi Louis-Philippe a fait interdire un banquet républicain qui devait se tenir à Paris, ce qui provoque eh bien, un début de réaction, euh, que ce soit des républicains, mais aussi du petit peuple parisien. Alors le roi va essayer d'envoyer son armée pour remettre de l'ordre, hein, armée que vous pouvez voir sur la gauche de cette estampe de 1848. Mais en fait, la garde nationale présente ici, vous savez, cette milice qui avait été créée par des citoyens lors de la Révolution française et qui est chargée de défendre les cités, les grandes cités françaises, eh bien, la garde nationale se range du côté du peuple parisien, donc a fait défection, et finalement, bien le roi Louis-Philippe refuse de faire tirer sur la foule parisienne. Il trouve que le sang a déjà bien assez coulé parce qu'il y a déjà eu dans les jours qui ont précédé plusieurs personnes, plusieurs dizaines de personnes qui sont mortes. Donc à ce moment-là, il refuse de faire tirer sur la foule. À partir de ce moment-là, il décide d'abdiquer et il souhaite confier le pouvoir à son petit-fils qui s'appelle Philippe d'Orléans. Cependant, le même jour, en fait, l'homme politique et poète Alphonse de Lamartine proclame la Seconde République à Paris. Donc, en fait, c'en est terminé de la monarchie de Juillet. Et cette Seconde République va s'empresser de mettre en place le suffrage universel uniquement masculin
et va également abolir l'esclavage en 1848 par le biais de Victor Schœlcher. Nous en reparlerons dans le thème 2 un peu plus tard dans le programme. Donc, par contre, ce qui est intéressant à retenir, c'est que cette révolution qui va se dérouler à Paris va être un élément déclenchant et va entraîner un certain nombre de révolutions en Europe, même si on peut nuancer un peu ce que je viens de dire, parce qu'il y avait déjà eu un peu des événements depuis le début de l'année 1848, hein, avant le mois de février. Notamment, il y avait déjà eu des soulèvements à Cracovie, en Pologne actuelle, et c'était un soulèvement des Polonais en faveur de leur indépendance et de la libération de la Pologne. Il y avait des soulèvements également en Suisse, dans certains cantons suisses. Eh bien, les Suisses voulaient également obtenir une constitution. De même, sur l'île de la Sicile, dans la ville de Palerme, à l'époque sous domination du royaume de Naples, eh bien, les habitants de Palerme, pareil, souhaitaient la mise en place d'une constitution. Donc tous ces événements vont se démultiplier en quelque sorte après la Révolution qui va se dérouler en France en 1848 à Paris. Alors la France est au centre du mouvement révolutionnaire en Europe et du moins agit en tant qu'impulsion, hein. C'est elle qui lance l'impulsion et le mouvement va se diffuser lors de cette année 1848, donnant le nom à cette année de 1848 de Printemps des peuples. Et la France est d'autant plus à l'origine de ces mouvements qu'elle accueille depuis longtemps des exilés politiques, donc des personnes qui sont pourchassées dans le pays dont elles sont originaires et qui viennent chercher refuge en France, qui est déjà à cette époque la patrie des droits de l'homme. Donc sur la gauche du diaporama, ici vous en avez deux, hein. Vous avez Karl Marx, le célèbre Karl Marx qui a donné le nom au marxisme, hein, l'ancêtre du communisme, celui qui a théorisé sur la lutte des classes, qui était un philosophe, économiste et historien allemand et qui avait théorisé la révolution. Donc c'est un socialiste et il vit en exil en Belgique et il se dépêche d'aller en France au moment de la révolution en 1848. Autre personnage dont on avait déjà parlé précédemment, c'est Giuseppe Mazzini. Donc lui, par contre, comme son nom l'indique, c'est un révolutionnaire et patriote républicain italien qui devient très jeune un carbonaro, pardon, vous savez, je vous avais parlé des carbonaristes, ce qu'on appelait la charbonnerie en France, ce mouvement initiatique français-italien qui prenait notamment la reconstitution d'un État italien et l'indépendance de l'Italie. Donc, depuis longtemps, il est recherché par la police autrichienne et donc, il ne peut parce que l'Autriche avait dominé la partie nord de l'Italie, et notamment la Lombardie, la région de Milan, et donc il vit surtout en exil dans les pays environnants comme la France, la Suisse, l'Angleterre, et il va soutenir tous les mouvements pour l'indépendance, notamment de son pays. Et il est considéré comme un des pères, on vous le dit, de la nation italienne. Donc ce Giuseppe Mazzini, eh bien, il réside en France. Et ce personnage qui avait fondé la Jeune Italie ou la Jeune Europe, donc des mouvements en faveur de l'émancipation des peuples. La France accueille également depuis déjà les années 30 de nombreux Polonais en exil, donc notamment des réfugiés politiques, hein, qui fuient les persécutions parce qu'ils ont osé se soulever soit contre l'empereur d'Autriche, soit contre l'empereur russe, soit contre le roi de Prusse, sous lequel ils sont sous domination. On le voit dans ce document, hein, des Polonais pardon, devenus Français du Nord, rendons une patrie aux pauvres exilés. Donc la France accueille, vous voyez, on voit ce personnage qui symbolise la France, qui accueille les Polonais qui arrivent vêtus de haillons, blessés. Euh, il les accueille parce que la France était déjà accueillante pour les exilés de tous les pays dans les années 1830. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que se posent les questions d'accueillir des migrants, par exemple, pour raisons politiques. Euh, donc de façon globale et pas qu'en France également, à cette époque, il y a de nombreux contacts et de nombreux échanges, notamment entre les opposants politiques, hein, des différentes nations. Et il y a une forte circulation des hommes et des idées dès les années qui ont précédé le printemps des peuples de 1848, c'est-à-dire dès les années 1830. Alors, à partir de la révolution qui a lieu en février en France, même si on a dit qu'il y avait eu d'autres déjà prémices, que ce soit en Suisse,
ou en Pologne, à Cracovie, eh bien, on va assister, grand B, à une véritable flambée révolutionnaire en Europe. Pourquoi on parle de véritable flambée révolutionnaire? Eh bien, cette flambée révolutionnaire, elle est matérialisée par cette carte que vous retrouvez dans le document que je vous avais mis sur Pronote ici. Là, hein, vous la retrouvez. Donc, sur cette carte, eh bien, on voit par des petites explosions, hein, matérialisées des soulèvements. Avec la couleur jaune-orange, là, on vous présente les pays touchés par le printemps des peuples. Donc, vous pouvez voir que des soulèvements, il y en a. Bon, le principal soulèvement est à Paris, ensuite c'est à Vienne, et puis on voit qu'en fait, il y en a énormément dans l'Empire d'Autriche, hein, puisque on a des soulèvements à Prague. Ici, on a des soulèvements à Budapest, donc en Hongrie actuelle, on a des soulèvements des Croates à Zagreb, on a des soulèvements des Roumains à l'ouest de l'Empire d'Autriche, à l'est, pardon. On a des soulèvements aussi des étudiants viennois. Tous ces soulèvements sont l'objet d'hommes politiques de ces différentes régions de l'Empire d'Autriche qui sont occupés par différents peuples qui, à l'époque, n'ont pas de territoire en tant que tel. Ce sont des nations, mais ce sont des nations sans État. Et donc, ils demandent des libertés politiques et ils demandent aussi l'indépendance. Alors, si on prend le cas des soulèvements qui ont eu lieu à Budapest, donc en Hongrie, eh bien, ces soulèvements, ils ont été notamment sous l'impulsion d'un député qui s'appelait Lajos Kossuth en Hongrie. Donc, lorsque la révolution éclate le 15 mars 1848, lui et ses camarades vont proposer un programme national et libéral en 12 points, dans lequel ils revendiquent des libertés, des droits au nom du peuple hongrois, le peuple hongrois qui était intégré dans l'Empire d'Autriche. Donc, que souhaite la nation hongroise? Paix, liberté, égalité. Tiens, vous retrouvez des choses que vous connaissez déjà, hein, les notions de liberté, d'égalité propres à la France, eh bien, sont reprises ici. Nous souhaitons la liberté de la presse, l'abolition de la censure. Nous souhaitons la défense des libertés, évidemment. Un ministère responsable à Budapest, c'est-à-dire ils veulent un régime parlementaire, donc avec davantage d'équilibre entre les pouvoirs. La convocation annuelle de l'Assemblée nationale à Pest. Pest, c'était l'une des deux villes qui constituaient la ville de Budapest. L'élection de juges et de députés selon un principe de l'égalité, donc toujours une notion d'égalité. Une banque nationale, donc propre aux Hongrois. Les soldats ont prêté à la Constitution et les Hongrois ne doivent pas faire leur service à l'étranger. Et les militaires étrangers sont tenus de quitter le pays. Donc là, vous voyez bien l'idée d'indépendance politique. Et pour aller dans ce sens, le point 11 demande que les prisonniers politiques doivent être libérés. Donc tous ceux qui défendaient l'indépendance de la Hongrie doivent être libérés. Et le dernier point qui va susciter quelques heurts, c'est l'union avec la Transylvanie. Alors la Transylvanie, c'est une région généralement que vous connaissez pour ça. Donc c'est le pays de Dracula. Alors éventuellement, vous avez pu le connaître aussi pour ça. Mais généralement, la Transylvanie, c'est une région qui se situe à l'est de l'Empire d'Autriche et qui se situe aujourd'hui plutôt à l'ouest de la Roumanie actuelle. Et le problème, c'est que dans cette Transylvanie, eh bien, donc c'est une principauté de l'Empire d'Autriche, mais qui est peuplée de Roumains. Donc les Roumains, eux aussi, n'accepteront pas que de faire partie de la Grande Hongrie. Eux, ils souhaiteraient faire partie de la Roumanie. Donc c'est la porte ouverte en fait à de multiples revendications. Et donc ça va être une des raisons d'ailleurs de l'échec de cette tentative de révolution hongroise. Alors toutes ces tensions, et notamment les tensions qui éclatent dans l'Empire d'Autriche, vont finir par provoquer la démission du vieux chancelier Metternich, hein, le même qui avait mené les négociations du traité de Vienne en 1815. Eh bien, 33 ans plus tard, il était toujours au pouvoir. Et face à cet embrasement de l'Empire d'Autriche, eh bien, il n'a pas d'autre solution finalement que de démissionner et laisser sa place à quelqu'un d'autre.